Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté cette invitation et que vous ayez accepté aussi de répondre à nos questions. Five, four, three, two, one. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy, yummy all in your tummy. Quelle est la fonction de préfet? Quel est votre rôle? Alors, le préfet, c'est le représentant dans le territoire du gouvernement, donc du gouvernement français. Il y a un préfet dans chacun des territoires, donc il y en a un en Guadeloupe, un en Martinique, un en Guyane, et puis dans les départements de l'Hexagone, c'est pareil. Ou comment devient-on préfet et après quelles études? Alors, on devient préfet après une carrière de fonctionnaire, généralement, où on réussit des concours administratifs, et on devient ensuite sous-préfet, puis préfet. Il y a plusieurs types de préfets. Il y a des préfets qui étaient des sous-préfets avant et ont toujours exercé dans ce type de métier, donc c'est mon cas. Et puis, il y a des préfets qui ont eu une vie administrative avant. Par exemple, le préfet de Guyane, actuellement, c'est un ancien gendarme. Donc, il a été gendarme une partie de sa vie, puis il est devenu préfet. En Guadeloupe, c'est aussi un ancien militaire qui est préfet. Ça peut être aussi d'anciens enseignants ou d'anciens inspecteurs, ou toutes sortes de métiers de l'administration. Alors les préfets sont nommés pour une période qui est indéfinie. On dit qu'ils sont révocables tous les mercredis par le Conseil des ministres. Donc en fait, quand on est nommé, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ça dure généralement autour de 3 ans, entre 2 et 4 ans. Souvent c'est autour de 3 ans. Et c'est le Conseil des ministres, c'est le président de la République qui nomme le préfet, après en avoir débattu en Conseil des ministres. Et donc ça montre que le préfet, il représente tous les ministres. Et dans combien de départements avez-vous déjà été nommé? Alors moi, c'est la première fois que je suis nommé préfet. Avant, j'ai été sous-préfet. Et donc, j'ai été sous-préfet dans le Var, c'est dans le sud de la France. J'étais sous-préfet dans un arrondissement, donc dans une sous-préfecture. L'arrondissement dont j'avais la charge avait 300 000 habitants. C'est un petit peu plus petit que la Martinique. Et puis, avant, j'ai été aussi sous-préfet, mais auprès d'un préfet, c'est pour apprendre le métier. C'était à Tours, c'est dans le centre de la France. Quelle région vous a le plus marqué? Quel département vous a le plus marqué? Ce qui est sûr, c'est que le plus intense, c'est la Martinique. C'est le plus intense parce que d'abord, il n'y a pas de sujet simple. Ici, les choses sont complexes, compliquées. Alors, sans doute par le fait de l'insularité, qui rend un certain nombre de sujets plus difficiles qu'ailleurs, par le fait que c'est à la fois un département et une région, qui fait qu'il y a plus de responsabilités exercées localement qu'ailleurs, et puis par le fait de la spécificité des Outre-mer, avec une histoire particulière, un développement économique particulier, une géographie particulière, et puis des risques naturels spécifiques. Donc beaucoup de spécificités. Donc assurément, c'est ici que c'est plus intense. D'accord. Alors maintenant, on va parler de votre arrivée. Vous êtes arrivé en pleine période de crise. Est-ce que ça a été compliqué? Enfin, je suppose quand même que vous avez été formé à la gestion de situations de crise, non? Alors la gestion de crise, c'est un peu le quotidien des préfets. Alors c'est plus intense outre-mer en général, et je crois que ça a été particulièrement intense dans cette saison du Covid-19. Donc il y a effectivement des formations, et puis il y a aussi le parcours professionnel qui apprend à gérer des situations particulières. Et puis on dit toujours le préfet, mais le préfet c'est aussi toute une équipe. Quand on dit le préfet, c'est toute une équipe, qui est l'équipe de la préfecture. Alors d'ailleurs, beaucoup reprochent que d'autres îles aient pris leurs dispositions dès le début face au Covid, par exemple le refus des croisiéristes, mais pas la Martinique. Que leur répondez-vous? Alors les croisiéristes, on les a arrêtés très très tôt. Vous savez qu'on les a arrêtés, vous vous souvenez, hein, c'est début mars. C'était même avant le confinement général, on a arrêté la croisière. On l'a arrêté ici extrêmement tôt. Alors, on avait beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens dans les bateaux. Donc on a aussi dû mettre à l'abri les personnes qui revenaient et protéger la population contre contre le départ de l'épidémie qui est effectivement partie des bateaux. Et puis là où on est aussi très particulier, dans une situation très particulière, c'est que toutes les familles ici, elles ont une partie de la famille qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc s'enfermer en période d'été, en période de grandes vacances, de juillet-août, en disant non, non, on s'enferme, on va voir personne, ça ne correspond pas à la vie sociale ici. Et tout le monde m'a dit, parce que j'ai beaucoup consulté, les décisions on ne les prend jamais seules dans ces sujets-là. Tout le monde m'a dit on a besoin que les familles se voient l'été, se voient en juillet et en août, se voient pendant les grandes vacances, parce que c'est un moment où les grands-parents voient les petits-enfants, les parents voient les enfants, les frères et sœurs se voient ensemble, c'est important. Et donc on a trouvé un système qui
avec le test préalable à l'embarquement dans l'Hexagone qui a permis de maintenir la circulation aérienne. Vous êtes aussi arrivé dans un contexte assez particulier, celui lié au chlordécone, aux manifestations qui en découlent. Les anti-chlordécone présents dès l'ouverture ont d'abord tenté d'empêcher l'accès aux magasins avant d'entraver le passage aux caisses. Dans la confusion, le dialogue s'instaure parfois entre clients et manifestants. Nous, le peuple, c'est Bekela qui poisonnait tout un peuple et puis Foukéa la chose. Vous avez peut-être trouvé un autre côté. Est-ce que vous comprenez le sentiment d'injustice qui persiste en Martinique concernant ce fléau? Tous les gros scandales sanitaires en France ont eu un procès, comme par exemple la vache folle, le sang contaminé, mais pas celui du chlordécone. Comment expliquez-vous cela? Alors, le sujet de la chlordécone, il est extrêmement pénible pour nous tous. D'abord parce que c'est des situations humaines dont on parle. On ne parle pas de malversation financière ou de choses comme ça. On parle d'abord de la question humaine, de personne. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Le deuxième, c'est que c'est quelque chose qui est maintenant ancien. On a arrêté d'utiliser la chlordécone au milieu des années 90. Et donc, on est 20 ans, 30 ans après. Et c'est le temps n'a pas cicatrisé les blessures. Au contraire, je pense que le temps les a avivées. Donc, c'est la deuxième raison qui fait que c'est difficile. Et puis, la troisième raison, c'est que on n'a pas réussi aujourd'hui à ne plus être exposé à la chlordécone. On a toujours cette impression qu'on en consomme et qu'on est en danger. Et donc, l'action que je mène et que mènent les services de l'État, d'abord, c'est de reconnaître qu'il y a un scandale. Le président de la République, Emmanuel Macron, est venu en Martinique le dire en 2018. Il a dit qu'il y a un scandale environnemental. Près de 700 ans dans les sols. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Réparation collective d'abord, c'est le sens du plan d'action mis en place depuis 10 ans pour la recherche scientifique, la prévention, les contrôles, la dépollution. Il y avait un aveuglement à cette époque-là. Et la deuxième chose sur laquelle on travaille de façon très forte, c'est indemniser les travailleurs agricoles qui ont été intoxiqués, et puis faire en sorte que vous, que moi, quand on est ici, on puisse acheter, on puisse être sûr, on puisse avoir une alimentation saine. C'est l'objectif du zéro chlordécone dans l'alimentation que nous poursuivons pour aller le plus vite possible. Alors, les militants RVN, Rouge Vert Noir, ont aussi posé la question de la représentation de la mémoire et de l'histoire de la Martinique. Et on l'a vu lors de la destruction de plusieurs statues en Martinique. Justement, est-ce que vous comprenez que certaines statues qui font partie du roman national peuvent blesser une partie de la population? Je crois que la question de la mémoire, c'est une question qui est permanente dans l'histoire et qui est très forte ici. Et donc, il faut que ça soit un sujet de dialogue et pas un sujet de conflit. Donc, je trouve que les initiatives qui ont été prises de faire des commissions pour décider ce qu'on fait avec des historiens, des associations, des élus, c'est la bonne méthode. Et la méthode de la violence, c'est jamais la bonne méthode, j'en suis absolument convaincu. La police était étrangement absente, notamment le jour de la destruction de la statue de Joséphine de Beauharnais. Comment l'expliquer? Alors, l'ordre public, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui est compliqué parce que on a à la fois les difficultés de violence, donc la police, la gendarmerie reçoit des projectiles, il y a beaucoup de blessés, il y a eu plus de 100 blessés dans la police l'année dernière en 2019, donc vous voyez, il y a une grande violence qui s'exerce contre les forces de l'ordre, et puis il y a à la fois en même temps une période symbolique très forte qu'on a connue avant juillet et août dans le monde entier sur la mise en cause des façons d'agir sur la police. Donc c'est ces éléments qu'il faut prendre en compte quand on doit décider d'intervenir ou non. Y aura-t-il des poursuites judiciaires à ces destructions? Alors vous me demandez s'il y aura des poursuites judiciaires aux destructions, aux dégradations. Oui, bien sûr, il y en aura. Les poursuites judiciaires, elles sont conduites par la justice. La justice, elle est indépendante du préfet. Et c'est bien sûr pour cette raison que la justice est libre, et c'est parce qu'elle est indépendante. Concernant la loi sur le littoral et les 50 pas géométriques, qu'en est-il réellement? Certains Martiniquais pensent que là aussi, il y a deux poids, deux mesures, surtout qu'on voit les destructions ou encore que l'on empêche certaines personnes, de construire près du littoral et que de l'autre sens, des permis sont donnés pour construire de somptueuses villas au bord de la mer.
Alors la règle est la même pour tous, elle est connue, elle est transparente, effectivement on n'a pas le droit de construire directement au bord du littoral. Et quand il y a eu des constructions, on les a verbalisées en vue de leur démolition, de la remise en état. Il y a eu l'affaire de l'île et la grotte dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, où on a bien montré, on a expliqué les règles, on a montré qu'il y avait par exemple sur cette île le libre accès du public, il y a des concessions qui sont là depuis très longtemps, qui représentent 14% du territoire de l'île, c'est assez peu, tout le reste est ouvert au public, et on a fait cette démonstration, et je crois que c'est bien que le public pouvait y aller, qu'il n'y avait pas du tout d'interdiction, et au contraire. Comprenez-vous qu'en Martinique, on ait le sentiment de vivre dans un contexte un peu toujours post-colonial, après tout ce que l'on vient d'évoquer précédemment, et surtout quand on sait que suite à l'abolition de l'esclavage, il y a eu des indemnisations pour les tortionnaires et non les victimes, et que les inégalités qui perdurent encore aujourd'hui au sein de la population y sont directement liées. Alors, votre question mélange beaucoup de choses, et elle mélange à la fois l'histoire, à la fois des inégalités du passé, des inégalités d'aujourd'hui. Moi, j'essaye de ne pas faire un grand calalou avec tous les sujets et de les traiter les uns après les autres. La question du chlordécone, on en a parlé tout à l'heure. La question du développement économique et de l'emploi, c'est le combat d'aujourd'hui, c'est le combat du plan de relance notamment, pour que tout le monde puisse accéder à l'emploi. Et puis il y a la question de la mémoire, dont il faut aussi parler, dont on a parlé tout à l'heure. Mais je ne crois pas que ce soit en mélangeant tout qu'on trouve des solutions et qu'on va ensemble faire avancer la Martinique. En revanche, j'ai l'impression que si on prend les sujets, les uns après les autres, qu'on les traite, qu'on apporte des solutions, c'est comme ça qu'on fait tous ensemble avancer la Martinique. Et puis, je dirais qu'il y a la liberté de manifester, il y a la liberté d'expression. Tout ça n'existait pas dans le passé, hein. C'est vraiment la République qui est gardienne de ces libertés-là. Et ben, il faut les utiliser. S'il y a tant de sujets, et ben, battons. Moi, j'invite tous ceux qui veulent porter le développement de la Martinique, qui ont des convictions, d'aller les présenter devant les urnes. Il n'y a pas de fatalité. L'urne, c'est un système qui est transparent, qui est libre. Le vote ici, il est très contrôlé, donc il n'y a pas de bourrage d'urne. On peut être candidat, on peut porter ses projets. Maintenant, parlons de la campagne Déposons les armes. En quoi consiste-t-elle? Alors, Déposer les armes, c'est une campagne qui existe depuis maintenant plusieurs années, qu'on a voulu renouveler cette année. Elle a un objectif principal, c'est parler des armes qui sont donc les armes blanches, mais surtout les armes de poing, les armes longues, surtout les armes à feu, pour lutter contre la présence des armes en Martinique. Il y a trop d'armes. Et donc nous avons mis en place toute une politique de sécurité pour lutter contre les armes, avec des contrôles, des saisies, on ouvre les coffres des voitures avec l'autorisation du procureur de la République, la police et la gendarmerie font des perquisitions où ils saisissent des armes, donc ça c'est toute la partie répressive. Et puis il y a une partie de prévention, et déposer des armes, c'est la partie de prévention. Nouveau fait divers en Martinique, on vient de l'apprendre. Un homme d'une vingtaine d'années a été mortellement touché par un tir à bout portant il y a quelques instants. Les faits se sont déroulés à Fort-de-France. Une altercation est à l'origine de ce nouvel homicide. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Toi bébé, à toi pour toi là, on la met pas pour toi bzouti, cartouche, capédi, balle, capédi, toi jeunesse, qu'a fini les pompes, fine. Combien pas carouan. Alors, pensez-vous que cette campagne que vous menez à cœur et elle est respectée en Martinique, est-elle efficace? Alors, les précédentes campagnes ont permis de récolter environ 2000 armes. Alors, on nous a, au début, il y a des commentateurs qui souriaient en disant « Oui, on vous a ramené la vieille pétoire du grand-père ». Non, 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 on nous a ramené effectivement la vieille pétoire du grand-père, mais aussi des armes longues et aussi des armes de poing. Donc c'est une action qui marche. On a rapporté aussi 53 000 munitions. Donc c'est autant de munitions qui ne sont pas en circulation. Et toutes ces armes, toutes ces munitions, elles ne tomberont pas entre de mauvaises mains, elles seront détruites. Vous savez, quand vous avez une arme chez vous, c'est pas anodin. Ça peut être un enfant qui tombe dessus, qui joue avec, qui se tue ou qui blesse quelqu'un ou qui tue quelqu'un. Ça peut être un cambrioleur qui passe, qui voit l'arme, qui s'en saisit, et ensuite elle servira à prendre une mauvaise action. Et puis ça peut être aussi un objet de convoitise, quelque chose qui fait que vous êtes menacé, parce que comme vous avez une arme, on croit que c'est pour vous protéger, donc on vous menace. Et donc, plus on retire d'armes de la circulation, mieux c'est. Donc on le fait avec des actions de contrôle, et on fait avec ces actions de prévention.
pas ni personne jodi qui à l'abri pour moi. Non, 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 non. Nous qu'a déposé, nous qu'a dit non, 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 non. Mon si qu'on pour prendre la vie, pas j'ai oublié que ça pas ni pris, c'est moi. D'accord. Et est-ce qu'il y a vraiment l'assurance que ces personnes qui viennent déposer des armes ne seront pas poursuivies? Oui, ça c'est certain. On ne les poursuivra pas pour le fait d'avoir eu une arme entre les mains alors qu'elles n'étaient pas autorisées à le faire. Alors, si les mêmes, la veille, ont fait un braquage, on les poursuivra quand même pour le braquage si on sait identifier que elles sont l'auteur du braquage. Mais on leur reprochera pas, on n'effacera pas le passé, mais on leur reprochera pas de détenir une arme. Alors, Et puis on va pas, c'est un dépôt qui peut être aussi anonyme. Donc on peut déposer une arme sans avoir besoin de déclarer l'arme qu'on dépose, de dire où est-ce qu'on l'a trouvée, de dire qui nous l'a donnée, etc. Donc c'est vraiment une opération qui est exceptionnelle, qui dure 2 mois. Hein. C'est pas toute l'année comme ça, mais pendant 2 mois, pour inciter ceux qui possèdent des armes à les déposer, il y a un système d'indulgence, on pourrait dire, hein, pendant 2 mois. Alors, la Martinique se place régulièrement sur le top 10 des départements les plus violents de France. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il n'y a pas assez de policiers en Martinique? Enfin, comment expliquer cette position? Alors c'est compliqué, parce que moi je veux pas expliquer la position en disant il y a une fatalité. Quand on explique, quand on est en haut du podium, on a un peu la tentation de dire bah oui, il y a une fatalité, on n'y arrive pas, c'est comme ça, etc. Moi je suis pas du tout dans cette démarche-là. Je pense qu'on peut descendre du podium. On a les moyens pour ça. Il y a grosso modo 600 policiers et 600 gendarmes en permanence ici en Martinique, c'est considérable. Le code pénal, donc et l'ensemble des règles et des sanctions fonctionne, le tribunal fonctionne, la prison est pleine, donc ça fonctionne la sécurité. Il faut maintenant qu'on soit plus actif sur 2 types de trafic, le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. Alors les armes, d'abord, elles sont là parce qu'il y a des gens qui les achètent. Donc faut pas oublier que les armes, elles sont pas en vente libre proposées chez Darty ou à la Fnac, hein. Elles sont dans des systèmes parallèles, criminels, et il y a des gens qui les achètent. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elles viennent de quelque part. Effectivement, vous avez raison de le dire. Alors, on essaye de savoir si elles viennent plutôt d'Amérique du Nord ou plutôt d'Amérique du Sud. Vous voyez, quel est le chemin du trafic? Le trafic vient pas d'Europe, des informations qu'on a, et c'est de façon partagée entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et ça vient par bateau, hein, principalement, et puis sans doute aussi un peu par bateau, par la voie maritime principalement. D'accord, merci beaucoup monsieur le préfet pour avoir Merci. répondu à nos questions. Bah, vous m'avez tout sorti là, hein. Vous avez fait tous les sujets là. Hein.